Alain Burlot. Bonjour Jean-Philippe Denis. Alain Burlot, professeur émérite au Conservatoire national des arts et métiers. Et à l'ESCP. Et à l'ESCP, depuis très peu. Absolument. Et vous avez dirigé avec Franck Bournois l'enseignement de la gestion en France, identité, défis et enjeux, ouvrage qu'il faut absolument lire, et notamment, je dis notamment, mais tous les collègues, et bien au-delà des collègues, les parents aussi, mais aussi les jeunes collègues qui parfois ont la mémoire un peu courte, voilà, faute d'avoir participé à cette histoire. Là, ils vont découvrir un monde. Et on va parler ensemble du chapitre 20. Parce que dans ces deux derniers chapitres, le 20 et le 21, vous nous dites finalement d'où vient-on, où en sommes-nous et vers où allons-nous. Voilà. Donc avec Franck Bournois, on évoquera là où on va, voilà, les défis et les enjeux. Ensemble, on va refaire un petit peu cette histoire d'où nous venons et cette histoire qui finalement vous qualifiez de préhistoire. Vous dites, il y avait avant la Seconde Guerre mondiale, voilà, c'était la préhistoire. Alors la préhistoire, c'était quoi? Alors la préhistoire, c'est en fait un enseignement qui n'avait pas véritablement sa place dans l'université, oui. Donc pas véritablement une place dans l'enseignement supérieur, à l'exception de quelques cours dans les facultés de droit. Il y avait des cours de comptabilité, par exemple, pour les privatistes. Mais véritablement, pas d'enseignement universitaire en gestion. En gestion. Dans les écoles, bien sûr, mais c'était un enseignement dispensé par des professionnels, un enseignement très technique. Je rappelle que dans les années 60 encore, les étudiants qui étaient en classe prépa HEC, on les appelait des épiciers. Donc le prestige des écoles de commerce n'était pas du tout ce qu'elles sont aujourd'hui. Et puis, il y avait un établissement un petit peu à part, c'était le conservatoire, c'est le Conservatoire national des arts et métiers, qui a eu sa première chaire en gestion, ça s'appelait à l'époque économie industrielle, chaire créée par Jean-Baptiste C, qui est également l'un des fondateurs de l'École supérieure de commerce. Ensuite, on passe au rêve américain, les années 60, voilà, jusqu'à en gros la décennie 80. Là, c'est le rêve américain et c'est le management gap. Oui. Tout à fait. Et là, toutes les institutions se mettent en place, en fait. Et oui, c'est aussi l'ouvrage de Jean-Jacques Servan-Schreiber, le défi américain. Bon. Après la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on appelle le soft power américain, où le rêve américain était à son sommet. Et il fallait expliquer que l'Europe, qui était la première puissance mondiale, était maintenant largement dépassée sur beaucoup de plans par les États-Unis. Alors, comment l'expliquer et comment remonter la pente? Les industriels sont allés assez nombreux aux États-Unis à cette époque-là, c'était les missions de productivité, mais il y a eu aussi des enseignants qui sont partis dans ce même cadre. Et notamment, moi j'ai bien connu mon directeur de thèse, qui était Pierre Lassègue. Pierre Lassègue avait été dans les années 50 aux États-Unis également, Tabatoni aussi. Donc il fallait absolument reprendre pied. L'Europe était à terre au début des années 50. Il fallait reprendre pied et reconstruire la formation et notamment rattraper ce fameux management gap. Alors, situation d'urgence, ça veut dire dans bien des cas, les choses sont prises en main par l'État. Quand il y a une grosse crise, on le voit d'ailleurs aujourd'hui avec la pandémie, c'est l'État qui intervient. Bon, là aussi, l'État est intervenu. Et ça a commencé en 1955 avec la création des IAE, donc initiative de Gaston Berger, et puis mise en œuvre par Pierre Tabatoni et puis d'autres collègues, Jean-Guy Mérigot, etc. 1955. 1966, création des IUT. 1968, création de la FNEJ, à l'initiative de Michel Debré. Donc ce n'était pas une initiative venue d'un petit fonctionnaire du ministère, c'était le Premier ministre. Dauphine, université expérimentale créée à l'initiative d'Edgar Faure. Donc c'était des grosses pointures qui s'étaient investies là-dedans. Et puis petit à petit, l'université a commencé à structurer un corps enseignant en gestion qui n'existait pas. Donc création d'une section du CNU, en gestion, Conseil national des universités, en 1971, création d'une agrégation de sciences de gestion en 1976,
Et puis, création des formations, donc les maîtrises de sciences de gestion en 71, les maîtrises de sciences et techniques comptables et financières en 74, le doctorat en gestion en 75. Donc il y a eu pendant cette période un mouvement mais extraordinaire qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Et puis du côté des écoles de commerce, les choses ne sont pas restées en l'état non plus. À partir de 1968, elles ont recruté un corps professoral permanent qui n'existait pas avant. Et puis, ce sont véritablement devenues de grandes écoles, c'est-à-dire qu'elles ont joué dans la cour des grands. Donc, on a ce paysage qui s'est mis en place, donc largement accompagné par l'État. Troisième période, années 80 jusqu'à décennie 2000, pour faire simple, fin des années 90. Vous nous dites c'est la croissance et la liberté. Voilà, alors, bon, toute périodisation peut prêter à discussion, hein, bien sûr, mais disons, les institutions sont en place à la fin des années 70. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Une croissance extraordinaire du nombre d'étudiants, un afflux massif. Hein. Tous les établissements, que ce soit les grandes écoles ou que ce soit l'université, ont joué le jeu. C'est-à-dire qu'on a accueilli, avec des taux d'encadrement qui étaient dérisoires, des quantités d'étudiants incroyables. Donc ça, c'est le premier défi. Ça s'est finalement bien passé. Juste pour l'anecdote, qu'aujourd'hui, c'est à peu près 20% des effectifs de l'enseignement supérieur qui suivent des formations de gestion. Hein. Oui, c'est considérable. Hein. Voilà. Et alors, je ne sais plus quel est le ratio par rapport au nombre d'enseignants dans les universités, par exemple, mais il est évident qu'il y a un sous-encadrement incroyable en sciences de gestion. Hein. Et puis, bien entendu, cette période de croissance, elle se caractérise aussi par l'ouverture internationale. Donc, les écoles ont signé des accords avec une multitude d'autres établissements à l'étranger. Les universités ont fait de même. Et puis, il y a eu l'institutionnalisation de la recherche. Cette recherche, elle était, disons, totalement artisanale jusqu'à la fin des années 70. Donc, création des différentes associations, des sociétés savantes. Hein. La première, c'est l'Association française de finance. En 78, si ma mémoire est bonne. En 79, c'est l'Association française de comptabilité. Et puis après, il y a eu le marketing, GRH, etc. Et toutes ces associations ont créé leur propre revue. Donc, il y avait des supports, donc des revues scientifiques éditées en France, dans chacune des disciplines de la gestion. Donc là, il y a vraiment un changement majeur, mais l'État est spectateur. Ensuite, on passe, année 2000, 2020, et là, vous nous dites, c'est le grand choc, c'est la mondialisation, c'est le classement de Shanghai, c'est la prise de conscience qu'on risque d'être déclassé, finalement, et qu'on risque de disparaître de la photographie. Ben oui, alors, moi, je l'ai bien vécu. Je suis entré au service du directeur général de l'enseignement supérieur en 1974, et le classement de Shanghai venait de tomber. Je veux dire, le résultat, c'était la sidération. C'est-à-dire, nous pensions avoir un enseignement supérieur qui était au top de ce qu'on peut imaginer, et puis nous étions dans des rangs assez moyens, il faut le dire. Hein. Alors, sidération, une crise vraiment importante, et là encore, période de crise, l'État reprend la main. Donc l'État a repris la main avec un certain nombre d'initiatives. D'abord, il a fallu évaluer les établissements d'enseignement, les enseignements, les activités de recherche. Ça a été la création de la ERES en 2006, donc finalement peu de temps après la publication de ce fameux classement. Ça a été aussi la fin du « small is beautiful ». On a vu dans les décennies précédentes les universités touchées par des mouvements de scission. Bordeaux, ça a fait 4 universités, Strasbourg, ça en a fait 3, l'Île-de-France, ça en faisait 15, etc. Bon. Et puis là, avec des universités de taille moyenne, nous n'étions plus dans les... Nous passions sous le radar. Hein.
Donc un Donc mouvement... les grands plans campus, les Voilà. presses, enfin, les pôles de recherche d'enseignement supérieur qui nous donnent aujourd'hui PSL, Saclay, etc., etc. Tout à fait. Hein. C'est donc l'État a lancé, si vous voulez, un mouvement de reconcentration, hein, très important. Et ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement incluait les écoles et les universités. Hein. Donc c'est des pôles de recherche et d'enseignement supérieur. Aujourd'hui, on dirait les communes, hein, mais ça regroupe tous les établissements d'enseignement supérieur. Et point très important d'ailleurs, école de management par exemple, mais aussi école d'ingénieurs. C'est-à-dire que le traumatisme que vous avez évoqué, ça a été aussi le traumatisme de l'école polytechnique, de l'école des mines de Paris, etc. Hein, de se rendre compte qu'au niveau mondial, on n'existe plus. Bien sûr. Alors c'était évidemment quelque chose qui était tout à fait traumatisant, comme vous venez de le dire. Et nos diplômes étaient illisibles aussi. Imaginez quelqu'un qui va aux États-Unis en disant « je suis titulaire d'un DISS ». Bon, ça ne veut strictement rien dire. Bon. Donc, à partir de 2003-2004, lancement du LMD. Donc, la réforme et la réorganisation de l'enseignement supérieur, avec un cycle en 3 temps, hein, la licence ou le bachelor hein, dans les écoles, le master et puis le doctorat. Hein. C'est le modèle américain que nous avons tout simplement adopté, qui est devenu en réalité la référence mondiale. Alors, c'est intéressant aussi parce que les écoles n'ont pas été oubliées, c'est-à-dire qu'il y a eu la décision de créer le grade licence et le grade master qui permet à des diplômes qui ne sont pas des licences et des masters d'ouvrir les mêmes droits qu'une licence ou un master. Hein. Donc tout ça a fait qu'on a complètement bouleversé le paysage de l'enseignement supérieur. Alors, j'ai évoqué le fait qu'on discuterait avec Franck Bournois des défis et des enjeux, mais on ne peut pas conclure cette émission sans les évoquer quand même. Beaucoup de résistance, hein, peut-être aujourd'hui encore, hein, dans les établissements, sur des sujets qui fâchent, hein, la place du français. Voilà, la place du français. Est-ce que la recherche, c'est vraiment l'image des sciences dures? Est-ce que c'est pas plutôt culturel? Est-ce que c'est pas... Voilà, on n'a pas réglé tout ça. Hein. Non, alors, ces questions n'ont pas été réglées. Elles se régleront, à mon avis, tout simplement par des équilibres qui se construiront dans le temps. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que la connaissance de l'apparition, de la structuration de l'enseignement supérieur de la gestion est quelque chose d'important pour imaginer des futurs possibles. On ne peut pas imaginer le futur, il faudrait être prophète, je suis désolé, mais je n'ai pas cette qualité. Tout ce qu'on peut faire, c'est imaginer des futurs possibles. Et là, si vous voulez, on est vraiment au seuil d'une nouvelle étape. Je ne sais pas ce qu'il en sortira, mais il y a la façon de poser les problèmes qui peut être instruite par l'histoire. Et effectivement, il est très important d'imaginer ce que vont devenir les écoles. Est-ce qu'elles vont fusionner ou pas? Est-ce qu'elles vont se rapprocher encore plus des universités? Sous quelle forme? Bon, ce sont des problèmes importants. Et ça permet, peut-être en regardant l'histoire, d'imaginer donc des scénarios. Alors, la reprise en main par l'État, moi je ne l'imagine pas aujourd'hui, puisque le mouvement c'est l'autonomie des universités, le New Public Management, hein, qui est très critiqué par ailleurs, mais qui dans ce domaine est à l'œuvre. Ce qui est à l'œuvre aussi aujourd'hui, c'est une forme de darwinisme aussi. Hein. Il y a des établissements qui vont y laisser des plumes, hein, et puis d'autres qui grimperont très haut. Hein. Alors, ça pose évidemment beaucoup de problèmes, des problèmes de société. D'abord, le mythe de l'égalité du diplôme sur tout le territoire, il vole en éclats. Hein. Donc, est-ce que ça ne pose pas des problèmes d'aménagement du territoire ? Est-ce que ça ne pose pas des problèmes de recrutement des enseignants et des chercheurs, le profil... De transformation de l'identité même du métier. Hein. Tout à fait, le profil que l'on va rechercher, comment on va les évaluer et donc comment on va les inciter. Bien sûr, pour être visible au plan international, pour prendre cet exemple-là, il faut pratiquer l'anglais.
Mais est-ce que l'on peut tout dire en anglais? C'est pas si évident. La traduction, c'est aussi la trahison, c'est bien connu. Et quand on veut traduire un modèle mathématique, je veux dire, c'est pas trop compliqué. Quand on veut traduire des phénomènes humains et sociaux, c'est quand même un peu plus compliqué parce qu'il y a de la culture derrière. C'est-à-dire que le mot véhicule des images, des métaphores qui, dans un autre environnement, n'ont pas forcément le même sens. Donc, tout ça fait que nous sommes à l'aube d'un nouveau bouillonnement. Qu'est-ce qui sortira de la marmite? On le verra. On verra. On en discutera avec Franck Bournois en parlant des défis et des enjeux. On invitera aussi à penser peut-être davantage et que ou. Voilà, plutôt que de penser toujours tout anglais, par exemple, dire et anglais et français, etc. Enfin voilà. Merci Alain Burlot. Merci Jean-Philippe Denis.